L'algorithme qu'on a vu des SVM, on voit qu'il est quand même assez différent dans comment est-ce qu'on l'optimise, puis c'est quoi la fonction de perte qu'on essaie d'optimiser, quel genre d'algorithme on utilise pour optimiser. On voit qu'il est pas mal différent de ce qu'on a vu précédemment, par exemple la régression logistique. En fait, ici, ce qu'on va voir, c'est un lien entre la régression logistique et les SVM qui fait que la ressemblance va être un petit peu plus explicite. Puis on va voir, en fait, finalement, plus directement, c'est quoi les différences entre ces deux algorithmes de classification-là. Donc, ça, c'est notre problème d'optimisation pour le SVM avec les variables ci qui nous permettent de faire des erreurs. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut prendre ce problème-là puis le mettre sous une forme où il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas une optimisation de quelque chose, mais sous la contrainte que ma solution, mes variables W, B puis mes xi doivent satisfaire des contraintes. Je vais le convertir sous une forme où il n'y a pas de contrainte, qui ressemble un peu plus au genre de problème d'optimisation qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, le problème d'optimisation de la régression logistique. Première chose que je vais faire, je vais juste changer le xi puis le tn, y de xn de côté comme ça. Et là, en faisant ça, ce que ça rend un peu plus explicite, c'est que mes contraintes sur les xi, en fait, j'en ai toujours deux. Soit xi doit être, en fait, il doit respecter les deux contraintes. Xi doit être plus grand ou égal à 0 et aussi il doit être plus grand ou égal à 1 moins tn y de xn. Okay? Donc, pour un xi donné, il doit toujours satisfaire ces deux contraintes-là. En plus, imaginons que je n'optimise pas W, je vais juste optimiser par rapport au xi. En plus, je veux que la somme des xi soit la plus petite possible. Fait que ça veut dire que si rien bouge et que je fais juste changer les xi, vu que je veux que les xi soient le plus petit possible, je suis aussi bien mieux prendre la valeur de xi qui est la plus collée possible sur ces deux contraintes-là. En fait, sur la contrainte qui est la plus contraignante. Donc, finalement, mon xi de n, il va être égal soit à 0 si 0 c'est plus grand que ça, ou à 1 moins tn y de xn si ça c'est plus grand que 0. Donc ça veut dire qu'on peut écrire le problème à la place sous cette forme-là. Je vais enlever les xi de n, puis je vais remplacer ce terme-là par la valeur qu'ils vont prendre pour n'importe quel w ou b donné. La valeur que xi va prendre nécessairement, ça va être soit 0, parce que je vais le coller sur cette contrainte-là, ou 1 moins tn y de xn, parce que là, à ce moment-là, je le collerai sur cette contrainte-là. Puis je dois la coller sur la contrainte qui est la plus contraignante. Okay? Donc, si c'est ça qui est plus grand, ça veut dire que si n doit être au moins plus grand que ça, puis par le fait même, il va être plus grand que 0 si ça est plus grand que 0. Puis à l'inverse, ça serait pour 0. Okay? Donc là, en le convertissant comme ça, j'ai plus mes contraintes sur les xi. Et tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est à optimiser le maximum entre 0 et 1 moins tn de y de xn, plus le terme ici qui correspond à ce terme-là ici. Un autre truc que j'ai fait, en fait, ici, pour le reconvertir vers une forme avec laquelle on est plus familière, c'est que plutôt que d'avoir C qui multiplie ici, puis d'avoir une demi ici, je vais plutôt écrire, convertir le problème où finalement, à la place, je vais avoir un lambda, puis il va être égal à 1 sur 2C. Okay? Donc, puis en faisant ça, ça veut dire que si je prends ce problème-là, je peux diviser par C ici, puis C ici. Donc, diviser par une constante, si je minimise quelque chose, ça ne change pas le problème d'optimisation. Donc là, ici, je me ramasserai avec un 1. Puis ici, je me ramasserai avec 1 sur 2C. Puis 1 sur 2C, je vais l'appeler lambda. Okay? Donc, j'ai juste changé mon hyperparamètre. À la place de fixer, d'essayer d'optimiser C, je vais optimiser lambda. Puis la relation entre les deux, c'est que lambda est égal à 1 sur 2C. Si je le mets sous cette forme-là, en fait, donc, cette fonction-là ici, qui est le maximum entre 0 et 1 moins tn y de xn, dans le livre, ils vont le noter comme ça. Entre crochets 1 moins y n tn, donc yn, c'est en fait c'est y de xn. Et à côté du crochet, on met un plus ici. Okay? Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est la partie positive de cette expression-là. Si ça, c'est positif, c'est la valeur de ça. Puis si c'est négatif, ça va être 0. Ça, c'est équivalent, finalement, à faire le max entre 0 puis la valeur que j'ai mis dans ma fonction ici.
Et cette fonction-là, en fait, on appelle ça en anglais la hinge loss. Okay? Donc, en fait, quand on entraîne un SVM, on est en train d'optimiser la somme des hinge loss, mais régularisée par un lambda multiplié par la norme de mes paramètres. Quand on a parlé classifieur linéaire avant, on a vu aussi l'approche probabiliste discriminante et spécifiquement, en fait, ça correspondait à ce qu'on appelait la régression logistique. Okay. Et la régression logistique, en fait, la perte que j'optimisais à ce moment-là, c'est ce terme-là ici. Okay. Et là, il faut faire attention, quand je parlais de régression logistique dans ces diapositives-là, le y de n, en fait, ça correspondait à la fonction sigmoïde appliquée à w transposé fois x plus b. Okay? Donc, ce n'est pas le même y de n que dans cette série de diapositives-là où je n'ai pas la sigmoïde. Okay? Donc, c'est juste un petit détail auquel faire attention. Mais tout ça pour dire que quand on optimise la régression logistique, on a une perte qui est un peu différente. Puis je pourrais faire une version régularisée aussi en ajoutant plus lambda fois la norme de w au carré. Ça serait la version régularisée de la régression logistique. Donc, on voit que ça commence à ressembler un peu au SVM, c'est juste que j'ai une perte qui est différente. Et enfin, on peut démontrer que la perte qu'on a vue tantôt, on peut l'écrire sur une autre forme. Je ne ferai pas la démonstration ici. Mais on peut l'écrire sous la forme du log en base naturelle de 1 plus l'exponentielle de moins tn y de xn. Donc, en fait, j'ai une autre perte qui est différente. Et cette perte-là, en fait, c'est aussi une fonction de tn y de xn, comme la hinge loss, c'est une fonction de yn tn. Mais ça a une forme un peu différente. Donc là, maintenant, on va visualiser ces deux pertes-là pour voir, en fait, en quoi elles sont différentes. C'est quoi les propriétés des deux, puis comment elles se comparent. Donc, on a un graphique ici où sur l'axe des x, je montre la valeur de t fois y de x, ou le tn y de xn. Et sur l'axe des y, je vais montrer différentes fonctions. Entre autres, cette courbe-là ici, ça va être la hinge loss, okay, qu'on voit ici comme ça. Donc, c'est linéaire comme ça, puis là, soudainement, il y a un coude, puis là, ça devient 0. Okay? Donc, effectivement, si t fois y de x est plus grand que 1, je vais avoir 1 moins quelque chose qui est plus grand que 1 qui est négatif. Donc, le maximum entre ça puis 0, ça va être 0. Donc, j'ai bel et bien 0. Puis sinon, si ça est plus petit, ben, moins ça va être petit, plus ce terme-là va augmenter finalement. Ça va augmenter linéairement, comme une droite, comme on voit ici. Maintenant, cette courbe-là ici, ça va être la perte de la régression logistique. Puis en fait, c'est pas exactement ça. Elle a été multipliée par une constante qu'on pourrait appeler alpha, telle que le point de cette courbe-là va accoter directement ici. Là. Okay? Bon, pour que les courbes se croisent ici. Donc, on voit la courbe en rouge ici. Ça, c'est la perte associée à la régression logistique. Donc, on voit qu'en fait, cette courbe-là en rouge ici, c'est un peu comme une version, mais plus lisse, sans l'espèce de coin ici droit, de la hinge loss, qu'on voit qui est comme ça ici. En fait, d'une certaine façon, ce qu'on peut faire aussi, c'est comparer cette fonction-là avec c'est quoi l'erreur de classification qui est donnée en noir. L'erreur de classification, c'est quoi? Ben, ce que je fais, puis une petite erreur ici, on va avoir une parenthèse ici. Ben, je regarde, est-ce que y de x est du même signe que t? Une autre façon de faire ça, c'est de dire, est-ce que t fois y de x est positif? Si c'est positif, je n'ai pas d'erreur. Ça veut dire que j'ai placé mon x dans la bonne classe. Puis s'il est négatif, ça veut dire que le signe de t et de y de x n'était pas le même. Okay? Donc, finalement, mon erreur de classification, je peux l'écrire comme une fonction identité qui retourne 1 si cette condition-là ici, avec la parenthèse, est vraie. C'est-à-dire, si t fois y de x est négatif, c'est que j'ai fait une erreur. Donc là, je retourne 1. Puis sinon, je retourne 0. Cette fonction-là, on la voit ici. C'est l'espèce de boîte comme ça qui est à 1, fonction constante à 1, puis là, soudainement, qui tombe à 0. Puis là, on voit qu'entre la courbe en rouge puis la courbe en bleu ici, ben en fait, celle qui est la plus proche de ma perte, de mon erreur 0,1, c'est, de façon générale, plutôt la fonction, la hinge loss ici. Okay. On peut aussi comparer avec, ça serait quoi la perte
si on faisait la proche de classification, on fait la différence au carré. Donc, la méthode des moindres carrés, ce qu'on fait comme perte, ce qu'on utilise comme perte, c'est la cible moins la sortie de ma prédiction y de x directement. On voit que c'est une perte qui est encore, qui n'est pas très bonne. Premièrement, ici, elle augmente vraiment pas mal plus que mon erreur de classification. Donc, plus je m'éloigne ici, plus je m'éloigne en fait de l'erreur de classification 0,1 que j'aimerais optimiser, mais que je ne peux pas. Donc, ce n'est pas une très bonne approximation de l'erreur de classification dans cette région-là ici. En plus, on voit que même si je classifie bien, donc par exemple, t fois y de x est positif et est égal à 2, mais là, l'erreur est pas mal plus grande que si j'avais prédit 1 exactement. Ça, c'est parce que j'utilise une différence au carré. Donc ça veut dire que si je classifie du bon côté de la surface de décision, dans la bonne classe, mais que je suis très confiant, ben étrangement, si je fais la méthode des moindres carrés, là, je vais pénaliser mon modèle, en fait. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la méthode des moindres carrés pour la classification, même si c'est une méthode qui est très, très simple, c'est une méthode qu'on essaie d'éviter parce que là, c'est ces espèces de caractéristiques-là un peu étranges. Tandis que si je regarde la hinge loss ou la perte de la régression logistique, ben au moins, plus je suis confiant, puis correctement confiant, ben plus ma perte diminue.